Bienvenue dans l'événement du dimanche LCI, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Bonjour David Doucan. Bonjour Marie. Ravi de vous avoir à mes côtés pour toute cette année. Plaisir partagé évidemment. Bonjour François Bayrou, vous êtes notre premier invité cette saison donc, maire de Pau, mais également président du MoDem et très proche du chef de l'État Emmanuel Macron. Bonjour et bienvenue à vous François Bayrou, bienvenue à vous dans un moment inédit pour la France. Voilà 47 jours qu'un gouvernement démissionnaire gère les affaires courantes, c'est un record. Emmanuel Macron a dit non au nouveau Fonds populaire et à Lucie Castet. Mais pour quelle alternative? Mystère, une partie de la gauche crie au scandale, en appelle à la rue, mais ce sont les consultations du président de la République qui piétinent depuis une dizaine de jours. Pas de solution évidente, incertitude politique totale, un budget à présenter d'ici la fin du mois, alors que l'Europe fustige la France pour déficit excessif. Voilà le tableau dans lequel nous vous recevons ce matin. Nous sommes très heureux de vous avoir. Et on apprend, malgré tout, ce matin, que le chef de l'État doit rencontrer un fameux Bernard Cazeneuve demain matin à l'Élysée, annonciateur, on le verra peut-être ensemble, d'un dénouement. Vous avez bien sûr des informations et nous, de nombreuses questions à vous poser. Alors, cette rencontre, justement, entre le président et Bernard Cazeneuve demain matin, est-ce que, selon vous, c'est le réglage de dernière discussion ou finalement encore un dénouement très incertain? Je n'ai pas d'informations, mais j'ai des analyses. On a le droit de ne pas vous croire ou pas? Oui, si j'en avais, je vous le dirais. Je ne vous dirai pas ce que je sais, mais je ne veux pas paraître comme initié, alors que je suis comme vous. J'ai rencontré le président de la République la semaine dernière. Cette semaine, la semaine qui s'achève aujourd'hui. Mais je n'ai pas d'informations particulières, j'ai des analyses. Alors allons-y. Et c'est plus important les analyses que les informations. La rencontre de demain. On est dans une situation, tout le monde voit bien, qui est une situation qui exige un dénouement assez rapide, pour les raisons de calendrier que vous avez indiquées, et qui n'est pas facile parce que c'est une situation totalement inédite, vous l'avez dit. Totalement inédite. On ne s'est jamais trouvé dans une situation dans laquelle une élection législative ne dégage pas de vainqueur et au fond pas totalement de vaincu. Tout le monde est dans le même brouillard de ce point de vue-là. Le premier tour a dit, par le vote Rassemblement National, le premier tour a dit on n'est pas content de la situation. Et puis entre les deux tours, il y a eu un renversement alors totalement inédit, qui a dit « nous ne voulons pas donner le pouvoir au Rassemblement National ». Et le bulletin de vote qui signifiait « nous ne voulons pas donner le pouvoir au Rassemblement National », c'était le bulletin de vote de cette union républicaine qui a été constituée de la gauche jusqu'à la droite républicaine. Mais cette analyse-là, François Bayrou, vous l'avez faite dès le 8 juillet. Nous sommes le 1er septembre. Oui. Je vous ramène au rendez-vous de demain. Vous n'avez pas besoin de me ramener. François Bayrou, on s'interroge. Franchement, Monsieur Doucan, vous n'avez pas besoin de me ramener. Si, parce que... C'est pas la peine de m'interrompre pour des choses que je vais vous dire. Parce que donc, on se demande, François Bayrou, si ça peut bien se passer entre les deux, demain, dans cette réunion, dans cette rencontre. Écoutez, ce sont des hommes responsables, et donc, entre hommes responsables, ça doit se passer bien. Je pense que ce rendez-vous est important. Je pense que Bernard Cazeneuve a le profil de ce qui est recherché aujourd'hui pour être nommé Premier ministre. Il remplit les deux conditions que moi j'avais formulé, mais pas seulement moi, comme essentiel, c'est-à-dire quelqu'un d'expérimenté, qui a un crédit dans l'opinion. Les Français savent que dans les fonctions où il est passé, ministère de l'Intérieur, Premier ministre à la fin de François Hollande, ils savent qu'il a été à la hauteur et honorable dans la situation. Naturellement, il a eu des polémiques comme tout le monde. Il y a une question qu'il faut traiter et que je me permets de souligner. Beaucoup disent qu'il faut un Premier ministre de cohabitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela souhaite un Premier ministre de confrontation avec le Président de la République. Et moi, je ne crois pas
que dans une situation aussi périlleuse pour le pays, la confrontation, l'affrontement entre un Premier ministre et un président de la République soit une bonne chose. Mais en vous écoutant... Je suis pour la co-responsabilité, pas la cohabitation, la co-responsabilité. Chacun a sa place, parfaitement définie par notre Constitution. Le Premier ministre conduit la politique du gouvernement et le Président de la République assure le fonctionnement régulier des institutions en ayant un droit de veto sur un certain nombre de décisions qui ne lui paraîtraient pas essentielles. Mais donc, Bernard Cazeneuve ferait, pour vous, un bon Premier ministre quand on vous écoute? Je l'ai dit plusieurs fois, c'est quelqu'un que j'estime, que je connais et que j'estime. Co-responsabilité, alors que, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, malgré tout, votre camp a perdu les élections. Vous étiez majoritaire avant les législatives, vous n'êtes plus majoritaire après les législatives, c'est une défaite. Nous parlons de Bernard Cazeneuve qui est rejeté par la majorité du nouveau Front populaire, n'est-ce pas, si j'ai bien suivi vos actualités? Oui, mais... Donc il n'y a pas eu de vainqueur dans cette élection. Et espérons qu'il n'y aura pas de vaincu, parce que c'est le pays qui en souffrirait. C'était la première chose que je voulais dire. Que le président se mette un peu en retrait. Vous avez vu cette enquête Ipsos, une forte attente. Les gens disent non, désolé, nous sommes allés voter en masse. Il ne peut plus rester comme ça au cœur du jeu, il faut qu'il prenne du recul. Monsieur Doucan, j'avais commencé à vous dire pour moi, les deux sujets très importants. La cohabitation, je pense qu'il faut une co-responsabilité. Il ne faut pas un climat d'affrontement avec le président de la République, chacun dans sa responsabilité, mais chacun soucieux de l'intérêt national. Et deuxièmement, il y a des gens qui disent il faut que ce Premier ministre applique une politique de gauche. Il y en a d'autres qui disent il faut un Premier ministre de droite. Vous avez entendu à plusieurs reprises. Nous en parlerons. Je ne crois ni à l'une ni à l'autre des deux options. Depuis toujours d'ailleurs. Depuis toujours. Je pense qu'il faut une politique d'urgence nationale. On est devant un problème majeur. Là encore, d'une gravité sans précédent à propos des finances publiques. On a eu des catastrophes qui se sont succédées de ces dernières années, le Covid, la guerre, etc. L'inflation. On est devant des soucis qui sont très important du point de vue de l'économie. Mais ça, on reviendra sur le budget de François Bayrou. Laissez-moi dire ça. Laissez-moi, et après je réponds. Mais parce que je pense que ça passionne nos téléspectateurs. Vous balayez, certains d'entre vous, l'incarnation, le casting, un nom pour Matignon. Depuis 47 jours, on n'a toujours pas cette réponse. Vous dites que ça pourrait être un bon profil, justement, mais il pose ses conditions également. Il ne souhaite pas être un collaborateur. Est-ce que vous pensez, Emmanuel Macron, capable, finalement, de se mettre... en partie en retrait? Parce que vous présentez les choses comme s'il devait y avoir un affrontement. Je n'ai jamais accepté l'idée que le Premier ministre soit un collaborateur. C'était, vous vous en souvenez, la formule de Nicolas Sarkozy à l'égard de François Fillon. Oui. Je ne l'ai pas soutenu, c'est le moins que l'on puisse dire à cette époque. Et je n'ai jamais accepté l'idée que tous les présidents de la République successifs ont eue, selon laquelle le Premier ministre est au fond leur exécutant. Je pense qu'il y a besoin des deux fonctions, le chef de l'État et le chef du gouvernement. Je pense que ces deux fonctions sont indispensables à l'équilibre de l'exécutif en France et aux relations avec l'opinion et le Parlement. Est-ce qu'il faudra donc que le président de la République laisse son Premier ministre ou sa Première ministre, une fois qu'il l'aura nommé, composer plus librement qu'il n'en a eu l'habitude par le passé, depuis 2017, son gouvernement? Mais il suffit de lire la Constitution. Elle est très très simple. Oui, le président nomme sur proposition. Je vais vous la rappeler. Donc le président nomme le Premier ministre. C'est déjà un accord, puisqu'il n'est pas imposé par une majorité qui n'existe pas, qui n'existe plus. C'est un accord. Et deuxièmement, sur proposition du Premier ministre, il nomme les ministres du gouvernement. Bon, il suffit de respecter
ce mécanisme, vous avez l'air sceptique. Oui, parce mais que nos concitoyens ont voté, et c'est vrai que le résultat n'est pas d'une clarté absolue, on peut tous peut-être le regretter, mais ils ont voté massivement, et s'il y a un enseignement que l'on peut retenir, c'est qu'ils ont quand même désavoué la politique que vous avez menée, vous, votre majorité, merci de corriger. depuis 2017. Oui, Et ils ont depuis désavoué. 2022 au moins, à tout le moins. Excusez-moi. Ils ont désavoué la politique que le Rassemblement national proposait. Oui ou non? Ils ont fait barrage au Rassemblement national, Oui ou non? indéniablement. Oui ou non, Très bien. ils les ont mis largement en tête aux élections européennes aussi, ne l'oublions pas. Oui, mais Et le Rassemblement national est le premier parti à l'Assemblée. vous pouvez dérouler ce type de constat. Ce sont Les des- chiffres sont clairs. Oui. L'Assemblée nationale est composée de 3 tiers Mhm. qui affirment qu'ils sont inconciliables entre eux. Hmm. Mais c'est exactement ce qu'a prévu la Ve République. Et c'est le piège dans lequel on est enfermé depuis, vous avez dit, 47 jours. Oui, tout à fait. Le piège que vous avez cultivé ardemment. Commenter, Le piège, présenter. commenter, cultiver. Nous ne Le sommes pas les seuls responsables dans tout ça. Le piège, non, mais parce que vous présentez une vision de la situation comme si c'était l'évidence, mais c'est pas l'évidence. Il se trouve que le choix qui a été fait par les Français fait que le groupe du nouveau Front populaire, divisé comme on l'a vu hier, dont on sait aujourd'hui à quel point les affrontements internes sont puissants. Et, On va revenir sur ces appels aussi. et l'ancienne majorité Oui. ont à peu près le même nombre de députés. 190. 190 pour l'un et un peu moins pour Peu moins l'autre. pour vous. Ouais. Quelques dizaines de moins pour l'autre. Oui. 160. Bon, cette configuration interdit l'espèce d'illusion dans laquelle on est enfermé depuis 47 jours, dans laquelle ce seraient les partis politiques qui seraient chargés de former le gouvernement. Et donc soyons précis, ça c'est une question très précise pour nos concitoyens, ils ont quand même besoin de savoir qui va gouverner le pays. Il y aura donc, François Bayrou, des ministres issus de ce bloc central, des ministres MoDem, dans le futur gouvernement. Ben, ça dépend qui est le Premier ministre. Vous le souhaitez? Non, mais vous avez bien compris le raisonnement. Oui. Je ne crois pas aux accords des groupes politiques à l'Assemblée. Oui. Et la Ve République, nos institutions, n'y croient pas non plus. La Ve République, elle dit, on va séparer l'Assemblée du gouvernement. Séparation des pouvoirs, comme disait M. Montesquieu. D'un côté, l'exécutif, de l'autre, le législatif. Mais on a pris l'habitude depuis des décennies de laisser croire que c'est le législatif qui fait l'exécutif. Si vous relisez ce que De Gaulle en a dit et qui est d'une clarté aveuglante, il n'y croyait pas non plus et il a fait des institutions dans lesquelles ça n'est pas à l'Assemblée que ça se joue. La formation du gouvernement, c'est le président de la République qui doit choisir, c'est son devoir, en fonction des nuances et de la composition des assemblées. Au vu des rendez-vous que le président a eus avec ces derniers temps les groupes parlementaires, ça paraît quand même très compliqué. Juste revenons sur cette information de la matinée quand même. Information du service politique TF1 LCI. Bernard Cazeneuve, reçu demain. On verra s'il est nommé à Matignon. C'est peut-être l'issue de ce rendez-vous. Sacré quand même chapeau à avaler pour le président de la République, non? Bernard Cazeneuve, c'est l'ancien monde que le président en 2017 a tenté par tous les moyens de dynamiter. Premier ministre socialiste de François Hollande. On sait, et peut-être que vous avez des informations sur leur relation, mais que l'on décrit régulièrement complexe. Ça pourrait bien se passer? Mais Bernard Cazeneuve a été Premier ministre et ministre d'un gouvernement dont le ministre de l'économie était... Emmanuel Macron. Emmanuel tout à fait. Macron. Et d'ailleurs, Voilà. en 2016, Bernard Cazeneuve lui dit à la sortie d'un conseil des ministres, c'est pas bien ce que tu fais. Il parle de la trahison qui s'apprêtait à avoir lieu. Leur relation, je n'ai aucun moyen d'avoir des informations. Bah, Mais vous voyez bien, vous présentez régulièrement les choses comme s'il n'y avait entre responsables politiques que l'affrontement. Aujourd'hui,
Non, mais parfois, Le- se souvenir, se rappeler de ce qui s'est passé aussi. Aujourd'hui, le devoir du président de la République et du futur Premier ministre, c'est de ne pas avoir des réflexes d'irritation, des réflexes claniques, des réflexes de « je suis pas avec lui parce qu'il n'était pas avec moi ». Tout ça est derrière nous. Il faut être à la hauteur, là. C'est Dans le plus qu'à moment. la hauteur. Nous sommes dans une situation qui exige de tous les responsables, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, qu'ils appartiennent au monde politique ou au monde syndical, par exemple, ou au monde associatif, qui exige de tout le monde qu'on prenne sa part de la responsabilité. Et qui C'est exigera pourquoi aussi je une plaide explication du chef de pour la l'État. co-responsabilité. Ouais. Une explication du chef de l'État, vous la souhaitez également via une prise de parole? Je pense qu'il parlera, naturellement. Alors, fermons ou laissons entrouverte une porte, si vous le voulez bien, François Bayrou. Vous avez vu que Daniel Cohn-Bendit a plaidé. Apparemment, il a écrit une note à Emmanuel Macron. On lit dans la presse que le président vous l'aurait même montré, cette note. Non, C'est faux? faux. Bon, enfin, en tout cas, il a écrit une note. Celui qui me l'a montré, c'est Oui. Cohn-Bendit. C'est d'accord. Bon. Vous la quand même envoyée. Bon, en tout cas, vous l'avez vu, la note qui consiste à dire, bah écoutez, la bonne personne pour Matignon, c'est pas compliqué, c'est François Bayrou. On ferme la porte, on la laisse entrouverte. Qu'est-ce qu'on fait? Cette affirmation ne m'effraie pas, mais elle n'est pas possible puisque le président de la République a dit, ou fait dire, ou que ses porte-paroles ont dit, Oui. qu'il souhaitait quelqu'un qui vienne plutôt de l'opposition. Bon. Et je ne viens pas plutôt de l'opposition, je Absolument. viens de l'indépendance, mais je ne viens pas de l'opposition. C'est Porte d'ailleurs ce fermée. qu'a plaidé l'ancien Premier ministre, enfin le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal. On avance et vous parliez de cette assemblée, de ces 3 blocs. Marine Le Pen, mais aussi certains chez les communistes ont demandé que les députés soient réunis en session extraordinaire, sans attendre la session ordinaire prévue le 1er octobre. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que vous plaidez dans le même sens? Est-ce que l'Assemblée devrait se réunir Moi, je pense qu'il avant? serait logique d'avoir une réunion de l'Assemblée nationale pour un discours de politique générale du nouveau Premier ministre. Ça me paraît la logique des choses. Il n'est pas obligé de demander le vote de confiance, je crois d'ailleurs qu'il ne le demandera pas, parce que... Il pourrait tomber immédiatement. devant des impasses. Ah oui. Mais qu'ils viennent dire à la représentation nationale, voilà ma vision de l'avenir. Oui. Voilà où je crois que nous devons aller. Et voilà l'équipe dont je veux m'entourer pour que cette vision de l'avenir entre dans la réalité. Alors ça me paraîtrait non seulement normal, légitime, mais souhaitable. Un mot, peut-être brièvement, avant que nous passions à d'autres sujets de fond. Sur l'action des Insoumis, il y a une manifestation, un appel à manifester dans la rue contre le président de la République le 7 septembre prochain. J'ai vu qu'ils avaient aussi enclenché une volonté de procédure de destitution. Ça, c'était hier. En tout cas, une étape a été franchie. Quel commentaire cela vous inspire-t-il, François Bayrou? Bien, ce mouvement politique cherche à accentuer le bazar dans la société politique française. Jean-Luc Mélenchon a théorisé ça. Il a dit tout conflictualiser, faire de tout un sujet de guerre, faire de tout un sujet d'affrontement, un sujet de haine et de mobilisation agressive. Est-ce que c'est bon pour la France? Non. Pour moi, c'est exactement le contraire de ce que nous devons rechercher aujourd'hui. Et l'idée derrière tout ça, c'est que c'est une révolution qu'il faudrait, avec le côté évidemment violent d'une révolution, et avec les dégâts que ça provoque, avec des principes de gouvernement qu'on voit en Amérique du Sud et dont, hélas, nos lointains voisins payent tous les jours les pots cassés. Est-ce que c'est bon? Non. Est-ce que c'est acceptable? C'est inacceptable. La marche du 7 septembre, pour vous, est inacceptable. Et la marche du 7 septembre sera, je crois, par la volonté des Français, un échec. Oui, vous anticipez peu de monde ce jour-là dans la rue. Mais vous voyez bien que, y compris les responsables de cette alliance du nouveau Front populaire, tous disent non. Les non-insoumis. Oui.
Et les syndicats ne suivent pas non plus, et la CGT notamment. Venons-en maintenant, François Bayrou, à l'opération que l'on pourrait appeler anti-Cazeneuve, anti-Bernard Cazeneuve. Vous parliez de Nicolas Sarkozy, l'ancien président. Il s'est exprimé chez nos confrères du Figaro hier. Il essaie une énième fois de convaincre Laurent Wauquiez d'accepter de gouverner avec vous, le bloc central, ce qui, à notre connaissance, ne fera pas bouger d'un iota le groupe droite républicaine. Vous partagez aussi cette analyse ? Ou vous pensez que dans les prochaines heures, les choses puissent changer et que cette interview puisse avoir un quelconque effet ? Non, je ne crois pas, mais il y a des choses très justes dans cette interview. Oui. Et c'est moi qui le dis. Oui. C'est dire, parce qu'on sait que il y a des choses vos relations n'ont pas toujours été au beau fixe. Oui, nous avons eu des affrontements assez durs. Espérons que l'ancien président nous regarde, et si c'est le cas, il est surpris en ce moment. Oui, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Parce que lui aussi a un sentiment de responsabilité, j'imagine. En tout cas, cette interview est une interview qui, sur bien des points, me paraît aller dans le bon sens. J'ai trouvé qu'il y avait des choses très, très, très justes. Mais il n'est pas d'accord sur l'analyse et Bernard Cazeneuve. Pour lui, ce n'est pas une option. Oui, bon, comme c'est pas sa responsabilité. Je me souviens de nominations de gouvernement par Nicolas Sarkozy lui-même, sur lesquelles les désaccords étaient très nombreux, y compris dans son camp. Vous vous souvenez de tout ça ? L'ouverture. Bon, et donc, et même de Premier ministre, ça n'avait pas été simple. Ça avait pris beaucoup de jours à cette époque-là aussi. Donc, est-ce que ça va faire changer d'avis ses amis ? Je ne crois pas, parce que il y a une situation tout à fait particulière qui est la préparation de la future et lointaine. Et s'ils savaient à quel point c'est loin, tous ceux qui participent à ces bagarres, l'élection présidentielle de 2027, mais beaucoup d'entre eux veulent participer à l'élection présidentielle de 2027 en tant qu'opposants. Ouais, brièvement, juste avant que nous fassions une petite pause, il y a aussi d'autres candidats qui se sont déclarés récemment. Ségolène Royal, qu'avez-vous pensé de sa démarche ? En quelques mots ? Non, Elle vous laisse sans voix. Je vais vous dire... c'est tellement facile d'être ironique et de critiquer. J'ai aucune ironie pour ma part. Mais je voudrais savoir ce que vous en pensez. Mais moi, en tout cas, je pense que le moment n'est pas à critiquer les personnes qui s'engagent. Et puis qui, chacun s'imagine pouvoir apporter quelque chose au débat. David Lisnard ? Et donc, je participe pas à ce jeu de quilles là. Non, mais il a dit, moi, n'attendez pas que je vienne démolir les uns après les autres tous les gens qui font acte de candidature. Ça peut être intéressant, un maire de droite. Même si je crois que certains parmi ceux qui s'expriment n'ont pas beaucoup de chances d'arriver à leur fin. Ah, bon. Nicolas Sarkozy, qui dans cette interview au Figaro met aussi en garde contre le risque d'une crise financière majeure. On en parle ensemble, justement, le vote de ce budget pour l'année 2025. Avec vous, François Bayrou, juste après la pause. À tout de suite. Chez Feu Vert, le vrai super pouvoir de nos experts, c'est le pouvoir d'achat. La preuve ? En ce moment, pour un pneu acheté, c'est un pneu offert. C'est ça, l'ultime pouvoir anti-inflation. Feu Vert, le pouvoir de l'expert. Bienvenue chez DAZN. Tous les matchs de la Ligue 1, tous réunis. Seulement sur DAZN. Bienvenue au club. If we look inside our souls, there's light. It's a good enough day to love. Blankets, rags and torn. Blankets, rags and torn. Turn my eyes to you. There's a warmth there too. It's a good enough. Parce que pour Engie, vert, ça rime avec moins cher, le prix du kilowattheure est 20% moins cher que le tarif réglementé. Et jusqu'à 100 € offerts avec l'offre ELEC référence 1 an. C'est bien ça, Charlotte. Appelez le 3101. J'agis avec Engie. Tu sais, peu importe si tu prends celui de gauche ou de droite, ils sont tous les deux tendres, craquants et délicieux. Tu sais, peu importe si tu prends celui de gauche ou de droite, ils sont tous les deux tendres, craquants et délicieux. Twix. Il fait beau, je sors. Je trouverai le bon
me sens mieux dehors. Pour vivre. Soleil, terre, forêt, les plaines. Entrer dans le sang de nos veines. Nouveau Dacia Duster, à partir de 19 690 € est à essayer pendant les jours essentiels du 12 au 16 septembre. Chaque soir, on va rentrer tous les copains pour crier, danser, chahuter, taper des pics, claquer des mains, yeah, 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 yeah. C'est au Palladium que l'on peut danser ce qu'on veut. Allez au Palladium, y'a rien de mieux. Nous sommes là à chaque étape. Toyota. Start your impossible. Combien vaut votre voiture ? Sur vendezvotrevoiture.fr, vous pouvez trouver facilement et rapidement en ligne. Saisissez simplement les détails de votre véhicule et recevez le prix de vente, pas juste une estimation. Et après une simple vérification dans une de nos agences, vous pouvez nous vendre votre voiture. Obtenez un prix maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. On sait l'effet que ça fait quand vous dites que vous êtes chez Orange. Surtout quand vous dites que tout compte fait, c'est pas si cher. Ah oui. Forcément, on a tous un peu de mal à croire que la qualité, ça peut être abordable. Alors que par exemple, avec la série spéciale Just Livebox, vous avez la fibre Orange pour 33,99 € par mois et même 19,99 € les 6 premiers mois. Orange est là. Il y a la rentrée des gens et la rentrée de gens. Une rentrée avec une offre all-inclusive, entretien, assistance et garantie inclus. Le tout avec 2 mois de loyer offert. Mais évidemment, être aussi détendu que Jean, ce n'est pas donné à tous les gens. Avec les offres all-inclusive Skoda, profitez de 2 mois de loyer offert. Découvrez le Skoda Enyaq 100% électrique à partir de 199 € par mois seulement. Portes ouvertes du 12 au 15 septembre. Skoda. Parce que pour Engie, vert, ça rime avec moins cher, le prix du kilowattheure est 20% moins cher que le tarif réglementé. Et jusqu'à 100 € offerts avec l'offre ELEC référence 1 an. C'est bien ça, Charlotte. Appelez le 3101. J'agis avec Engie. Êtes-vous prêt ? Prêt pour un atelier peinture ? Prêt pour les imprévus ? Et pour les retours de vacances ? Welcome back. Prêt pour tous les tissus, textures et couleurs ? Même les plus fragiles. Candy, vivez chaque instant. Un problème de pare-brise, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. C'est pour ça que chez Carglass, vous pouvez prendre rendez-vous comme vous voulez. Sur carglass.fr, en 3 minutes c'est fait. Et si vous préférez parler à un conseiller pour votre rendez-vous, appelez-nous au 3044, l'appel est gratuit. En plus, vous n'attendez pas. En moyenne, en 40 secondes, il y a quelqu'un qui vous répond. N'oubliez pas, carglass.fr ou 3044. Carglass répare, Carglass remplace. La révolution a commencé. Nouvelle Citroën IC3 100% électrique à partir de 14 800 €. Portes ouvertes du 13 au 16 septembre. Girl, I've been so lost, it's like I've been mapless. I know you've not moved on, you just cut your hair. Yeah. Tous les rêves commencent par une bonne nuit. Réveillez-vous. Il est temps de bien dormir. Allô ? Chérie, je suis au drive-vu là. Tu peux venir avec ta voiture ? T'es allé au drive avec ton truc là ? Bah, je suis allé faire des courses, mais ça rentre pas là, donc. Ah, mais Marc, t'as pris quoi ? Hein ? Tu as pris quoi ? Que du tricoutant. Beaucoup ? Il y en a toujours 150 là. Oh là là. Bon, panique pas mon cœur, hein ? J'arrive. Cette année encore, U soutient votre pouvoir d'achat avec 150 produits U à prix coûtant, comme ces 24 crayons de couleur U à 1,82 €. Des valeurs fortes et des prix bas. U, commerçant autrement.
Retour sur le plateau de l'événement du dimanche LCI, toujours avec notre invité François Bayrou, maire de Pau et président du Modem. Alors dans quelques instants, nous parlerons du mur du budget, du risque de la dette aussi pour notre pays. Mais d'abord, un dernier point sur cette situation politique inédite. Parce que tout à l'heure, vous disiez, non, ce ne sera pas une cohabitation. Ça ne doit pas être une cohabitation. Et c'est vrai que ça interroge. Pourquoi ? C'est presque bizarre de vous entendre dire ça ne doit pas être une cohabitation. Pouvez-vous expliquer, développer votre vision ? Une cohabitation, c'est une situation de confrontation, de tension entre un président de la République d'un bord et un Premier ministre soutenu par une majorité absolue contraire. On a connu ça, Mitterrand, Chirac, Balladur. Jospin. Et puis, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Quelle sera la majorité du nouveau gouvernement si les profils évoqués sont nommés ? Très simple. Cette majorité-là, elle sera composée d'une petite part de députés qui auront pris leur indépendance à l'égard du NFP. Donc, une petite part de... Oui, quelque chose comme ça, d'accord. Disent les observateurs. Une petite part de députés venus de la droite. Une quarantaine. Et puis, l'immense majorité de la majorité, ça sera les groupes du centre. Modem, et donc, Horizon, qui viennent de la majorité précédente. Et donc, cette majorité-là, son poids spécifique, son barycentre, comme on dit en termes de physique, c'est-à-dire l'endroit où se situe l'équilibre des forces, elle sera évidemment centrale. Et donc ça ne sera pas une cohabitation d'affrontement. Ça ne peut pas être, ça ne doit pas être une cohabitation de confrontation. On n'est pas là pour se faire la guerre. On est là pour proposer des réponses urgentes, concrètes, à une situation si grave qu'on ne l'a pas connue depuis très longtemps, pour des raisons extérieures et intérieures, et dont nous avons le devoir de sortir. Et vous qui connaissez juste rapidement Bernard Cazeneuve un petit peu quand même malgré tout, il est en capacité, un peu plus qu'un petit peu. Il est en capacité de toper pour cela. Il est en capacité d'entendre cela. Eh bien, c'est lui qui va le dire, j'imagine, demain matin. C'est quelqu'un, je vous ai dit, je l'ai dit avant cet événement, c'est quelqu'un pour qui j'ai une grande estime. C'est quelqu'un dont je pense qu'il peut être tout à fait utile et pertinent dans le moment où nous sommes. Je pense simplement qu'il faut que les visions s'harmonisent, parce que la situation, y compris la situation chiffrée, impose la lecture que je plaide devant vous, c'est-à-dire, c'est pas une cohabitation, c'est pas une soumission, en aucune manière. C'est une co-responsabilité. Vision chiffrée. Parlons de chiffres, justement. Le budget, Nicolas Sarkozy, on l'évoquait avant la pause, met en garde contre le risque d'une crise financière majeure en France si on ne reprend pas le contrôle de notre dépense publique. Cette mise en garde, partagez-vous son inquiétude, François Bayrou? La France peut-elle à terme connaître ce qu'à une certaine époque, la Grèce a connu, où on joue peut-être un peu à se faire peur? Je ne crois pas que la situation soit la même que celle de la Grèce, d'abord parce que le poids de la France à l'intérieur de l'Union européenne ne peut pas faire vaciller notre pays aussi facilement qu'a vacillé la Grèce, qui en est sortie, entre parenthèses. Mais je pense que la situation est en effet très inquiétante. Que ça dure depuis des années. On n'a pas été aidé parce que les crises se sont succédées gravissimement. Le Covid, c'était gravissime. La guerre en Ukraine, c'était gravissime. Les gilets jaunes, auparavant, c'était gravissime. On est allé de crise en crise. Et j'observe que jamais personne n'a dit faut faire des économies. Pour moi qui m'intéresse à ces questions de déficit et de dette, vous savez, au point d'en avoir fait un sujet d'élection présidentielle, en 2007 et 2012, j'ai jamais entendu aucun responsable politique monter à la tribune dire « je vous demande de faire des économies ». Pas vrai, au contraire. Philippe est sur cette ligne. Non, oui. Enfin, moi, j'ai entendu tous les responsables politiques successifs, pas seulement du gouvernement. Le problème, c'est pas de le dire, c'est de le faire. Mais des oppositions. Oui, des oppositions. Demander des dépenses. Oui. Et on continue en ce sens. Je vais vous dire ce que je crois. Je pense que la situation est insoluble
si l'on ne met pas au point un plan, par exemple sur 10 ans, de retour à l'équilibre des finances publiques. Parce que si on se trouve dans un moment où, brutalement, on doit couper à grands coups de hache dans la totalité des crédits, vous allez avoir un si grand malaise dans l'opinion publique, dans les corps intermédiaires, dans les syndicats, dans les entreprises. Si par exemple, je prends un exemple simple, si on supprimait le crédit impôt recherche, vous croyez que les entreprises laisseraient faire sans rien dire? Il y a un plan à construire pour retrouver l'équilibre. C'est le haut-commissaire au plan qui parle aussi. Oui, mais je plaide ça depuis longtemps. Pour retrouver l'équilibre et pour qu'on réfléchisse mieux à la manière dont nous conduisons les choses. Par exemple, on emprunte par centaines de milliards tous les ans. Je pense que ces emprunts pourraient être utiles si on les consacrait à l'investissement, si on les consacrait à bâtir la France de demain, à faire que dans des secteurs très importants pour l'avenir, les microprocesseurs, le numérique, les data, qu'on ait une politique de présence nationale au moins, et pas d'abandon national. Ça, ce sont des emprunts qui pourraient être utiles. Mais les emprunts qui sont consacrés uniquement aux dépenses courantes et qu'on reporte sur les générations suivantes, c'est honteux. Vous savez que j'ai dit beaucoup que la réforme des retraites, à mon avis, elle aurait dû être conduite comme ça, sur ce sujet. Oui. Et donc, en mettant en évidence le caractère inacceptable, immoral de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est aussi un petit peu percutée par ce brouillard politique. C'est une autre bizarrerie. Ce matin, dans le Parisien, on a un ministre du budget démissionnaire qui dit la future équipe n'a pas le choix. Il faudra réduire les déficits. Convenez que ça participe aussi de cette ambiance. En ce moment, on découvre de nouvelles choses. Bon. Eh bien, souhaitons que cette situation ne dure pas. Oui, absolument. Mais alors, oui, mais le mur du budget, il est devant nous. Et les économies, Bruno Le Maire disait, il faudra faire 25 milliards d'économies. Quelle garantie peut-on avoir? On ne sait même pas qui sera le Premier ministre. On ne sait surtout pas comment l'Assemblée nationale réagira. Faites-vous confiance, François Bayrou, à l'Assemblée nationale qui est sortie des urnes le 8 juillet dernier pour être responsable et trouver des économies? Je vais vous dire quelque chose. Je fais confiance à notre pays. Je pense que le jeu banal, c'est que tout le monde demande des dépenses. Oui. Le jeu perpétuel, lassant, c'est que personne ne fait attention aux équilibres. Mais placé devant la gravité de la situation, si nous avons des gouvernants responsables et à la hauteur, s'ils arrivent à créer un lien avec l'opinion, qui est un lien que l'opinion leur fasse crédit, en disant, bon, cela, après tout, on peut essayer avec eux, alors l'opinion est capable de responsabilité. Ça fait beaucoup de 190 NFP. J'ai toujours 140 cru RN et cela. alliés. Oui, mais... Est-ce que c'est une assemblée qui va avoir une approche de sérieux budgétaire? Je pense qu'il y a des groupes qui sont, j'allais dire, presque par nature irresponsables. C'est comme ça les partis politiques. C'est pourquoi j'ai défendu devant vous l'idée que c'est pas là qu'on trouverait la source du gouvernement. Mais il y a des députés qui individuellement, des femmes et des hommes qui individuellement, avec leur propre histoire, avec leur propre famille, ne sont pas obligés de choisir les attitudes suicidaires pour leur pays. Et sur les impôts, François Bayrou, est-ce que nos concitoyens, aujourd'hui, dimanche 1er septembre, peuvent avoir la garantie qu'ils n'augmenteront pas? Je pense qu'il y aura une discussion fiscale. Il faudra qu'elle ait lieu. D'ailleurs, vous voyez, c'est très rigolo. Tout le monde demande des impôts supplémentaires. Dans la classe politique, vous voulez dire? Oui. Nous sommes, que je sache, le pays le plus chargé d'impôts de tout le monde développé. Et cependant,
les seules idées qu'on a pour rétablir les choses, c'est des impôts supplémentaires. J'ai souvent, avec mes amis, des discussions souriantes et amusées sur ce sujet-là. L'inventivité fiscale est sans limite. Et moi, je pense qu'il y a des limites. Et la limite, c'est que l'activité, la création d'entreprises, la création d'activités ne doit pas être découragée par une fiscalité excessive. Qu'il y ait des aménagements, je crois que c'est possible. On peut trouver, par souci de justice, par souci que l'opinion voit de la justice dans les décisions. On peut trouver des super profits. On peut trouver, mais ça n'est pas du côté des impôts que se trouvera la solution. Songez que le programme du NFP crée 14 tranches d'impôts sur le revenu, nous en avons 3 fois moins, 14 tranches dont la tranche supérieure est à 90%. Si vous êtes le pays qui prend 80... Hein, c'est le confiscatoire, là. Oui, c'est confiscatoire. C'est anticonstitutionnel. Parce que quand François Hollande a proposé 75%, le Conseil constitutionnel a dit quand même... Mais 90%. Et tout le monde fait semblant. Cette espèce de... je ne sais pas si c'est un aveuglement, en tout cas c'est un perpétuel escroquerie intellectuelle qui consiste à penser que les créateurs d'entreprises, de richesses, d'emplois seraient mieux attirés en France si on avait comme ça des démarches de confiscation pure et simple. Parce qu'il faut qu'on avance. François Bayrou, vous évoquiez tout à l'heure la réforme des retraites, la méthode qui, selon vous mettez un peu de guillemets, mais peut-être la méthode n'a pas été la bonne. Faudra-t-il accepter de revenir d'une manière ou d'une autre sur cette réforme des retraites votée l'année dernière? Bernard Cazeneuve, encore lui, a prévenu qu'il mettrait pause sur la réforme. Est-ce que vous dites, oui, discutons-en, oui, il faut peut-être le faire? Je n'aime pas me désavouer au travers du temps. J'ai exprimé très tôt mon insatisfaction sur la manière dont on avait conduit la réforme des retraites. Parce que, vous vous en souvenez, j'avais très tôt, dès le mois de décembre précédant la réforme, qui est arrivée 4 mois après, j'avais mis sur la table les vrais chiffres qui n'avaient jamais été établis du financement des retraites. Et ces vrais chiffres, si nous étions des gens responsables, des pères et mères de famille sérieux, si nous avions le souci de nos enfants, nous ne pourrions pas l'accepter. Parce que la réforme des retraites, elle est payée par les générations qui viendront. Eh bien, ceci n'est pas acceptable. Oui. Est-ce qu'on peut trouver mieux comme équilibre ? Alors, est-ce qu'on peut rechercher de meilleurs réglages ? Je suis persuadé que oui. Sur les carrières longues, par exemple ? Oui, sur plusieurs sujets. Non, mais sur l'âge légal. Par exemple, j'étais tout à fait défenseur de la réforme qui a été écartée précédemment, la réforme de la retraite par points. Et je vous rappelle que des organisations syndicales étaient pour la réforme de la retraite par points. Avec une assemblée comme ça, vous allez vous relancer. Elle pouvait être progressive. Mais dans un tel chantier. Monsieur, vous passez votre temps à oublier les principes qu'on a essayé d'établir ensemble. Oui, mais bon. Ça n'est pas à l'Assemblée nationale de diriger le gouvernement. D'accord, mais le gouvernement, quand l'Assemblée n'est pas avec lui, il reste une arme de 49.3, et quand on utilise le 49.3, ensuite il y a des motions de censure. On verra. On verra. On verra. Si une réforme était justement pensée, justement améliorée, et présentée aux Français avec suffisamment d'esprit de conviction et de justice, alors je suis persuadé que l'opinion bougerait. Et si l'opinion bouge, les parlementaires bougeront. De conviction et de justice, qui veut dire, je ne sais pas, je vous lis, je vous écoute entre les lignes, que cette réforme est une forme d'injustice. Non, je ne dis pas ça du tout. Je pense que une partie de l'opinion a trouvé que c'était un passage en force. Et n'a pas compris. Et je pensais, moi, qu'on pouvait éviter le passage en force en partageant avec les Français les raisons de la réforme. Le président est prêt
à cette pause? Je parle vraiment en mon nom personnel, en sachant que sur ce sujet, je n'ai pas été suivi par grand monde au travers du temps. Mais en votre nom, justement, la réforme a consisté à faire passer l'âge légal à 64 ans. Là-dessus, est-ce qu'il faut bouger? On parle de mettre en pause. Est-ce qu'il faut bouger sur l'âge légal, François Bayrou? Je ne crois pas à la pause. Bon, je pense que nous ne pouvons pas ne pas avoir une stratégie de rééquilibrage des retraites. Bien sûr. Bon. Comme nous ne pourrons pas ne pas avoir une stratégie de rééquilibrage de la sécurité sociale. Comme nous ne pourrons pas ne pas avoir une stratégie de rééquilibrage de la dépense publique. Nous dépensons, nous mettons beaucoup d'argent dans la dépense publique. Est-ce que nos services publics sont à la hauteur? Est-ce que les Français ont le sentiment d'avoir des services publics tellement plus efficaces et tellement plus attentifs que les autres pays? Non. Et tout ça, c'est une œuvre de reconstruction. Okay. Et cette œuvre de reconstruction, je vous le disais, elle est d'urgence nationale. Juste, vous répondez pas sur l'âge légal. Est-ce que ça peut bouger ou pas? Je pense qu'il y a d'autres méthodes que l'âge légal, puisque la retraite par points, c'était une autre méthode. François Bayrou, on peut vous reconnaître une forme de cohérence. Vous plaidez une nouvelle fois pour la proportionnelle. Mais est-ce que c'est pas un peu facile de le faire à nouveau aujourd'hui dans la situation que l'on connaît, politique, inédite? Pourquoi ne pas l'avoir fait depuis toutes ces années? Est-ce que le président, finalement, y est vraiment pour? Vous qui le connaissez bien et qui discutez avec lui. Peut-être il n'y a pas été très favorable très tôt, parce qu'il l'aurait fait autrement. C'est converti au fil du temps. Et peut-être François Hollande a-t-il été, lui aussi, après avoir fait de grandes déclarations, moins favorable que les déclarations ne le laissaient penser. Vous vous souvenez, François Hollande, dans son énumération, son anaphore, comme on dit, moi président. Il avait dit, moi, président, je mettrai en place la proportionnelle pour les élections législatives. Il ne l'a pas fait. Oui. Vous comprenez. En dehors des gens, si souvent minoritaires, j'accepte d'en être, qui ont des idées sur la situation et qui essaient, de manière cohérente au travers du temps, vous avez eu la gentillesse de le dire, de reposer les problèmes, parce que ce sont des problèmes vitaux pour le pays, à temps et à contre-temps. En dehors de cela, l'ensemble du monde politique est plutôt du côté du conservatisme. Ne rien bouger. Et mettez-vous à leur place. Ils ont été élus au scrutin majoritaire. C'est vachement confortable, le scrutin majoritaire. Vous êtes dans une vague, vous êtes sûr d'être élu, quel que soit le candidat que vous présentez dans les 3/4 des circonscriptions. Il suffit d'être copain avec l'appareil du parti et fatalement, vous êtes élu. Ils n'ont pas envie de changer. J'ai essayé de faire passer l'idée de ce changement de mode de scrutin récemment. Et on m'a dit, mais tu sais, même les groupes qui sont pour, en réalité, les députés ne veulent pas. Bon, on a vu le résultat maintenant. On a le scrutin majoritaire dont ses défenseurs disent il est le seul capable de trouver des majorités, et on a l'Assemblée la plus explosée en 1000 morceaux qu'on ait connue depuis le début des temps. Tout ça, c'est évidemment de la blague. La proportionnelle qui pourrait en plus permettre peut-être de sortir le Parti socialiste du carcan dans lequel il est avec le NFP. Pas seulement. Ça peut la proportionnelle, ça crée dans l'esprit des citoyens et des responsables politiques un paysage différent. Parce que c'est un paysage, c'est une situation dans laquelle on est obligé de travailler les uns avec les autres. Oui. Et pas contraint d'être irréductiblement opposé, agressif, de mettre en accusation et de considérer que l'autre, on n'aura jamais rien à faire avec lui. Les postures. On en a crevé. La France, la situation que vous décrivez, à juste titre, de l'état d'esprit, enfin de la situation du pays, ça vient en partie de ce que la culture est une culture de guerre perpétuelle. Une réforme d'ici 2027 ? Je suis dans l'opposition. Quoi que tu me proposes, je serai contre. Je suis dans la majorité.
je voterai pour dire pour, même si je suis contre. Cette stupidité-là, elle ne correspond plus à la société comme elle est. Vous vous souvenez qu'un jour, j'avais dit dans la création de l'UMP, la grande manifestation, création de l'UMP de Jacques Chirac, j'avais dit, vous dites qu'il faut faire un parti unique parce que vous dites qu'on pense tous la même chose. Si on pense tous la même chose, c'est qu'on ne pense plus rien. La société française, comme toutes les sociétés du monde, elle ne s'accommode plus du simplisme. Elle ne s'accommode plus de l'esprit partisan, clanique. Les gens, ils savent bien dans leur famille qu'il y a des approches différentes. Parmi leurs enfants, qu'il y a des approches différentes. Eh bien, il faut trouver le moyen que le pluralisme puisse se retrouver droit de cité. François Bayrou, je passe à un autre sujet. Ça n'a vraiment rien à voir. Et marquons un temps de transition. Mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Vous avez été sans doute comme nous saisis d'effroi, une fois de plus, par ce drame. Une petite fille, 7 ans, percutée par un motard en motocross, on parle de rodéo urbain, percutée, coma profond. Le papa a écrit que sa petite fille ne reviendrait pas. Et le suspect, pas de détention provisoire. Au terme de la garde à vue, il est libéré, sous contrôle judiciaire, mais il est pas de détention provisoire. Comment réagissez-vous à cette décision-là ? J'ai eu des petites filles de 7 ans. Et j'ai des petites filles de 7 ans. Et le mot de ce papa, je l'ai trouvé déchirant. Déchirant pas à titre de responsable politique, à titre de père de famille. Et s'imaginer que pauvre mec qui fait du rodéo urbain pour rouler des mécaniques, il n'aura quasiment pas, ou il n'a quasiment pas de sanctions. C'est inacceptable. Alors, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème d'administration de la justice. C'est une question. Le parquet, on rappelle, a fait appel de cette décision. Ils ont eu raison. Et puis, il y a une question pour les maires, parce que c'est les maires qui sont confrontés tous les jours à ça. Et, excusez-moi de vous le dire, je n'arrive pas à croire que ce pauvre type, c'est la première fois qu'il faisait ça. C'est pas son premier rodéo. Et donc, ce qui compte, c'est la prévention, mais pas les préventions verbales, les préventions sévères et fermes. Et il y a une arme pour ça, c'est la vidéosurveillance. Dans notre ville, chez nous, on a mis en place un réseau serré de vidéosurveillance et on réussit à repérer des comportements de cet ordre, à saisir les motos. Je pense qu'il faut être ferme dès la première manifestation de ce genre de choses inacceptables. Faire du rodéo sur circuit, je m'en fous. Ils risquent leur intégrité physique et pas grand-chose de plus. Mais faire du rodéo en ville sur un passage piéton où il y a des petites filles, nous ne pouvons pas être indifférents devant tout ça. Et donc, il faut intervenir en prévention sévère et dure dès la première manifestation, dès la première attitude de ce genre de la part d'irresponsables criminels. Et l'élu local et le maire de Pau aussi, c'est de quoi il parle. Exactement. Merci beaucoup François Bayrou.